éloge du temps comme il va, vous partez, Denis, du fait qu'en français, le mot temps désigne à la fois le temps météorologique et le temps qui passe, et à partir de là, vous allez faire l'éloge du temps perdu qui est du temps gagné, dites-vous, surtout sur la lecture, on en a parlé un peu, les jours de pluie, etc. Vous avez des pages effectivement très belles là-dessus, mais comment s'est composé finalement l'ouvrage à partir de vos cahiers, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, votre style de fabrication, comment c'est... Parce que c'est marqué en partie inédit. Donc c'est entièrement non, inédit. ça c'est la journaliste qui a mis ça dans le Monde. Ah oui, c'était dans le Monde. Mais non, c'est complètement inédit. D'accord, c'est complètement. complètement... Je sais pas pourquoi elle a mis ça. Oui, d'accord. Alors est-ce que vous pouvez expliquer justement la composition peut-être Au départ, j'ai écrire un petit éloge des jours de pluie. Et puis, parce que je voulais m'opposer à la doxa solaire. Ouais, c'est ce que vous dites. Oui. Et en fait, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que j'avais envie aussi de parler de la façon dont, puisque les jours de pluie nous permettent finalement de ralentir un peu le rythme, enfin, en tout cas dans l'enfance, c'était extraordinaire, parce que moi qui étais un grand sportif, les jours de pluie, c'est ce que je raconte, on ne pouvait pas jouer au tennis, c'était sur terre battue. Et donc, d'un seul coup, finalement, la compétition, bon, j'ai des bons, mais ça ne me plaisait pas trop, j'étais un contemplatif contrarié. Donc, le fait qu'il pleuve me permettait de me mettre à lire, et d'un seul coup, je me retrouvais réellement. Alors que la compétition m'entraînait dans quelque chose où, finalement, c'était des satisfactions de vanité, mais je ne les retrouvais pas vraiment. Et donc, voilà, je me suis rendu compte que, quand je faisais l'éloge des jours de pluie, c'était en même temps un éloge ou, disons, une manière d'expliquer comment il était possible de ralentir le temps. Ça allait ensemble. Et donc la deuxième partie du livre, qui finalement est plus importante que la première, c'est, je fais un peu des textes sur la météorologie, des textes semi-poétiques sur les jours de pluie, sur les jours de soleil, sur les jours de vent. Sur les nuages. Sur les nuages, oui. Et puis pour finir, c'est comment ralentir le temps. Et je donne plein d'exemples de moments où il me semble qu'on peut ralentir le temps. Par exemple, tout l'exemple que je donne, je m'en souviens de tous, mais comment même, au cœur même d'un match de tennis, le fait de se concentrer sur le beau geste permettait de ralentir le temps. Parce qu'il y a un moment où, quand on se concentre sur le geste et non plus sur le gain, ça a évidemment un rapport avec le Chan chinois, dont est venu le zen, et moi je préfère le Chan chinois, donc je préfère le zen. Ça a rapport avec ça, c'est-à-dire d'un seul coup on passe dans une espèce de dimension temporelle où on est au-dessus du temps. On est dans une sorte de bulle, et on se concentre sur les gestes, et c'est merveilleux. On vit ce que j'ai appelé un moment de furtive éternité. Voilà. Alors ça peut se faire en jouant au tennis, ça peut se faire aussi en jouant aux échecs. C'est pour ça que je parle de Lewis Carroll et d'Alice au Pays de Galilée, puisque le temps est très important dans Alice au Pays de Galilée. C'est vrai que sur l'échiquier, c'était étonnant à quel point on perd vite notion totalement du temps. Alors il y a quand même la pendule, quand on joue à la pendule, qui nous rappelle le temps, mais et alors c'est les moments où on dilate finalement nos heures. Et alors il n'y a pas que ça, il y a la musique évidemment, la lecture, les vieilles habitudes. Et là je fais allusion à Proust, il y a le merveilleux passage de Proust sur l'habitude, où il raconte par exemple dans Sodome et Gomorrhe qu'avec ses parents, quand il est enfant, ils reviennent de chez les Guermantes, et le train les dépose à peu près 1 kilomètre de leur petite maison, à Combray, et il a du mal à marcher, parce qu'il est fatigué, il doit avoir 7 ou 8 ans, et quand ils arrivent à la porte du jardin, d'un seul coup, dit-il, l'habitude me prend dans ses bras et me dépose dans mon lit. J'ai cru concevoir aussi que les vieilles habitudes pouvaient avoir ce rôle merveilleux de ralentir le temps. En fait, l'habitude nous prend dans ses bras, et d'une certaine manière, et d'ailleurs c'est dans le texte de Proust, il dit le sol marchait pour moi. Et je crois que d'une certaine façon, l'habitude fait que de ce coup, les heures, finalement, tournent pour nous, d'une certaine façon, mais dans un bon sens. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Alors voilà, donc ce livre est ce que j'écris de façon générale, ce sont des petites fables du quotidien,
un peu cryptées, parce que j'essaie toujours de défendre des idées philosophiques plus abstraites en essayant de les rendre littéraires. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le titre est un peu dangereux? Parce que, petit éloge du temps comme il va, on a l'impression que vous acquiescez à la marche du temps politique ou social ou économique. Ah oui, non, ça justement, Oui, je sais, c'est tout le contraire. Oui, enfin, il y a une ambiguïté. Le temps comme il va. Le dernier chapitre, oui, le dernier chapitre, justement, dans cette ambiguïté, faut-il effectivement admettre les choses telles qu'elles sont, qui était un vieux débat aussi du extrême oriental, ce qu'on appelle le tathagata, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont, ou bien s'y opposer. Et au fond, je me maintiens dans cette ambiguïté, cette ambiguïté dont le cardinal de Retz a dit qu'on n'en sortait jamais qu'à ses dépens. Et donc, voilà, je me maintiens dans cette ambiguïté de savoir, et c'est au fond un peu au lecteur de décider, si on doit absolument essayer de s'adapter à la vie telle qu'elle nous est faite, même si elle nous semble malheureuse, ou bien s'il faut se révolter, voilà. C'est finalement une question qui reste ouverte. Alors, finalement, cette idée qui vous colle depuis le début d'auteur désinvolte, vous n'êtes pas aussi désinvolte que ça? Non, bien sûr, non. Je ne suis pas désinvolte, mais c'était un vœu pieux pour moi, la désinvolture. Oui, c'était une façon de m'obliger à la désinvolture. Voilà. En tout cas, bon, c'est un petit livre où on retrouve le ton si personnel, donc à la fois ironique et érudit de Denis, avec des citations merveilleuses. Il en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, des redécouvertes d'auteurs, ce qu'il aime bien. Bon, il ne nous a pas parlé de Jules de Gaultier, ça m'étonne encore, ça m'étonne un peu. Mais là, il y a Guglielmo Ferrero, c'est vrai qu'en 1924, l'historien philosophe italien, parenthèse, précisément tombé dans l'oubli. C'est vrai, il est tombé dans l'oubli. Bon, vous faites une très longue citation, d'ailleurs, souvent, ce n'est pas des citations de 2 lignes, parfois il y en a, bien sûr, mais là, c'est vraiment, on a 3-4 paragraphes de Guglielmo Ferrero. Alors, il aurait fallu faire une note de bas de page pour présenter Guglielmo Ferrero, finalement. Oui, c'est un historien italien, philosophe, qui a écrit un livre extraordinaire, difficile à trouver, chez Simon Kra, c'est un éditeur qui a disparu, parce que oui, c'est Discours aux sourds. Et il a écrit beaucoup de livres, et aussi, ceux-là que je recommande, Les 2 révolutions, où il donne une vision de la Révolution française qui est complètement inédite par rapport à ce qui nous a été enseigné dans les écoles, parce que là, c'est plus du tout sous l'égide de Michelet. Voilà, c'est Michelet qui a fait autorité. Et lui, il a une vision de la Révolution française complètement différente. Évidemment, on ne peut pas dire non plus que c'était totalement un homme de droite, puisqu'il a dû fuir l'Italie parce qu'il était antifasciste, et il s'est réfugié en Suisse. C'était une sorte d'humanisme. Mais il a dénoncé dans son livre, il a écrit Les 2 révolutions, il a écrit Bonaparte en Italie. Il démontre, sa démonstration, c'est que la Révolution française, finalement, n'a fait qu'une seule chose, c'est établir le bonapartisme. Voilà, c'est ça sa démonstration. Finalement, il n'existe pas il n'a existé aucune révolution, à commencer par la Révolution française, mais ensuite au XXe siècle, puisqu'il a vécu quand même au début du XXe siècle, il n'existait pratiquement aucune révolution qui n'ait pas finalement abouti à établir un état de fait encore pire que ce qu'elle avait voulu renverser. En tout cas, avec Denis, son dernier opus, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas écrire sans lire, puisque c'est aussi un livre finalement de lecture et de citation. Dernière citation, c'est Horace, 21 après Jésus-Christ, traduit du latin et cité par Pascal Rose dans son livre sur Horace intitulé Un homme sans larmes. Vous voyez qu'on n'en sort pas. C'est elle qui a traduit par Pascal Rose. Voilà. Thank you.